Claude Martin, bonjour. Nous sommes Bonjour. ravis de vous recevoir à notre émission Conversation. Ancien ambassadeur de France en Chine puis en Allemagne, acteur de la construction européenne, vous publiez un ouvrage où vous revenez sur ces 40 années riches en rebondissements que vous avez traversées au Quai d'Orsay. Ce livre, vous l'avez intitulé « La diplomatie n'est pas un dîner de gala ». On l'a compris, c'est évidemment en référence à cette citation dans le petit livre rouge de Mao Tse-tung, « La révolution n'est pas un dîner de gala ». Alors, à propos de révolution, Xi Jinping, l'actuel chef d'État chinois, donc qui a 64 ans, vient au terme d'une réforme constitutionnelle de voir son pouvoir maintenu et de façon illimitée. Est-ce qu'on peut parler d'un nouveau Mao Tse-tung ? Écoutez, je pense d'abord que la question de la durée du mandat n'est pas très importante. Normalement, il était limité. On a même en Occident, je ne fais pas de comparaison, évidemment, c'est un régime très différent, mais on a même en Occident des dirigeants qui restent au pouvoir plus de 10 ans. Oui. Donc il se trouve qu'on avait, à l'époque de Deng Xiaoping, décidé, pour éviter de revenir à un culte de la personnalité excessif, que les dirigeants feraient 2 mandats de 5 ans. Avant même l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, l'un de ses prédécesseurs, Jiang Zemin, au bout de 10 ans, a trouvé que c'était un peu court, a laissé élire un successeur, mais pendant les 10 ans qui ont suivi, a tiré les ficelles par derrière et a fait en fait 20 ans. Oui. Donc cette question de la durée, moi, ne me semble pas en soi. Alors, est-ce que vous pensez Ce qui est important, c'est le contenu de la politique. Et voilà. ça, effectivement, on voit le pouvoir de Xi Jinping se renforcer, le contrôle qu'il exerce sur le pays se renforcer. Mais je dirais que ce n'est pas le pouvoir de Xi Jinping, c'est le pouvoir du parti. Le parti était en train progressivement de s'affaiblir, de se diluer dans la richesse, dans l'argent. Oui, ils sont très riches. Pendant toute la période Jiang Zemin ayant choisi en fait de faire rentrer la société civile dans le parti, mais en fait c'était les riches qui étaient rentrés dans le parti, il en est résulté une corruption. Les deux assemblées, je crois, se partagent plus de 100 milliards de dollars. Oui, il y a 1 million de milliardaires en Chine, c'est tout à fait impressionnant, mais il en était résulté quand même dans tout le pays un sentiment de corruption. Donc il exerce d'abord le pouvoir pour lutter contre la corruption, et évidemment, peu à peu, il exerce un pouvoir de contrôle sur la politique, la culture, la sécurité. Alors ça veut dire qu'on tend vers quoi ? Vers une main de fer encore plus... C'est le renforcement du pouvoir du parti d'abord. Et à l'intérieur du parti, le renforcement du pouvoir d'un homme qui a entre les mains à la fois la culture, la sécurité, l'armée, et qui évidemment semble exercer un pouvoir personnel. Mais il peut se passer que M. Xi Jinping, au bout de quelque temps, se choisisse un successeur et qu'on en reste quand même à un pouvoir très fort du parti. Donc les deux choses doivent être différentes. Est-ce que ce pouvoir très fort correspond aux aspirations des Chinois aujourd'hui ? Les aspirations des Chinois, d'abord, autant que je puisse les sentir à travers les contacts nombreux que j'ai en Chine, c'est une aspiration à la lutte contre la corruption. C'est ça qui est absolument intolérable. Partout, de haut en bas, bien entendu, vous parlez des milliardaires, mais à tous les niveaux, quiconque détient un petit peu de pouvoir, un tampon, la capacité de donner une autorisation, la monnaie, l'échange. Donc la corruption est générale. Et je crois qu'il y a une aspiration, et c'est en cela peut-être que le souvenir du maoïsme peut être encore utile. Le souvenir d'une époque où l'organisation de l'État était relativement propre. D'accord. Enfin, j'espère qu'on n'ira pas jusqu'à une nouvelle révolution culturelle, quand même. Non, mais c'est exactement, vous avez bien fait de poser la question, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que c'est justement pour éviter. Mao a détruit la culture. Il avait en horreur tout ce qui était la culture classique, les vieilles pièces d'opéra qu'il a remplacées par des opéras révolutionnaires, etc. Table rase du passé. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un président et un pouvoir qui, au contraire, dit... Arrêtons de copier l'étranger, arrêtons de n'avoir que des choses qui viennent des États-Unis ou d'ailleurs. Revenons à la culture chinoise qui est riche. Confucius, c'est formidable. Tout ce qui s'est passé depuis... Donc, renationalisation de la culture. Mais ça ressemble à Mao, si on veut, dans la mesure où l'exercice du pouvoir devient extrêmement personnel. C'est le contraire, dans la mesure où c'est beaucoup tourné vers le retour à une culture nationale et traditionnelle.
Alors, il y a eu une autre actualité ces derniers temps. Emmanuel Macron était en Inde. Et finalement, je m'adresse à l'ancien directeur d'Asie du Quai d'Orsay, les résultats escomptés en Chine s'avérant un peu décevants, ne faut-il pas mieux miser, si je puis dire, sur l'Inde ? C'est un choix qui, à mon avis, ne se présente pas comme ça. C'est-à-dire en même temps. Pas plus, pas en même temps non plus, parce qu'il y aurait beaucoup d'en même temps. Je veux dire, en Chine, il y a en Asie, il y a 3 grands pôles. Il y a le Japon, il y a l'Inde et il y a la Chine. Et toute politique qui consisterait à dire maintenant je joue le Japon contre la Chine ou la Chine contre l'Inde ou l'Inde contre le Japon serait vaine. Il faut avoir des bonnes relations avec les 3 acteurs pour être vraiment en mesure de jouer en Chine. Et avec les autres acteurs aussi. Je prends un exemple tout à fait actuel. Ne pas être exclusif, quoi. Non, mais je prends un exemple actuel, c'est la Corée. Quand j'étais directeur d'Asie, l'une des choses que je ne cessais de recommander au gouvernement, c'est la reconnaissance de la Corée du Nord. Je disais, et j'ai dit à plusieurs ministres successifs, attention, quand on met un pays comme ça au banc de l'humanité, qu'on ne lui parle pas, etc., il s'incruste dans ces visions un peu égocentristes, et puis finalement il devient dangereux. Et aujourd'hui, tout le monde a reconnu la Corée du Nord en Europe, sauf la France. Donc nous ne sommes pas dans le jeu. Dans cette négociation entre Corée et Corée. J'allais vous poser la question, le fait que Trump, lui, accepte de recevoir d'ici la fin mai le leader nord-coréen, Kim Jong-un, est-ce que cette rencontre est une bonne chose et est-ce qu'elle ne risque pas de marginaliser la Chine, qui est un allié historique de la Corée du Nord? Moi, je pense que tout ce qu'on a dit sur l'idée que la Chine pourrait peut-être être un intermédiaire pour faire bouger la Corée du Nord était faux. En tout cas, elle n'était pas. Oui. La Chine ne peut pas faire agir la Corée du Nord. Elle ne peut que aider la Corée du Nord à se sortir du pétrin et de l'isolement dans lequel elle est. Elle a les moyens de lui couper les robinets, de l'énergie, de l'alimentation, ça certainement, mais elle ne le fera pas parce que ce n'est pas. La Chine a elle-même souffert pendant plus de 10 ans d'un isolement total, puisqu'elle était au banc de l'humanité. Oui, je pense qu'elle a vu se reproduire ce qui s'est passé en Corée du Nord comme un nouvel exemple de ce qu'elle avait vécu, et elle sait très bien que la meilleure façon de détendre un régime, c'est de ne pas l'isoler. Donc Trump, là-dessus, a tout à fait raison d'accepter la main tendue Trump, au début, a mené, dans un premier temps, mais il reste à savoir s'il l'a fait pour faire du théâtre ou si c'était vraiment sa conviction profonde. Il avait peut-être besoin, vis-à-vis de son électorat et vis-à-vis de quelques pays de la région, de montrer des muscles, mais c'était certainement pas la politique à mener. Alors, je pense que par en dessous, des diplomates étaient à l'œuvre, des diplomates maintenaient les contacts. On a toujours besoin de diplomates. Et voilà, on voit aujourd'hui que les diplomates... C'est pas vous qui allez me dire le contraire. Non, mais on voit que les diplomates ont réussi à rétablir des contacts. On informe M. Trump que d'abord les 2 Corées vont se voir un peu plus souvent et que lui-même va pouvoir aller quelque part rencontrer le dirigeant nord-coréen. C'est une très bonne chose. Donc il accepte, il est réaliste finalement. Alors on va revenir sur l'imprévisibilité de Trump et sur les diplomates. Donald Trump aujourd'hui vient de limoger son chef de la diplomatie, Rex Tillerson, pour le remplacer par le patron de la CIA, Mike Pompeo. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire 2 réponses. La première, c'est que le vrai patron de la diplomatie américaine, c'est M. Trump. Le secrétaire d'État était là pour rassurer, je pense, les milieux d'affaires et faire partager son expérience, puisque c'était un grand dirigeant d'entreprise. Depuis le début, on a bien senti que sur la Russie, sur l'Asie, etc., il y avait des divergences d'opinion. Mais, excusez-moi de le dire encore, ce qui est important, c'est ce qu'on pense au département d'État. C'est-à-dire qu'en dessous, il y a une énorme machine qui est une machine à comprendre le monde. Et, donc peu importe la personne. C'est la même chose pour le Quai d'Orsay, c'est la même chose pour le Foreign Office. Il y a là des gens qui analysent le monde, qui sont bien... Non, je ne défends pas la profession que j'ai exercée avec beaucoup de plaisir pendant 50 ans. On le voit dans votre livre, oui. Je dis simplement que ce qui est important, c'est ce qu'on pense là. Et finalement, comme en France, où le président de la République est le chef de la diplomatie, ce qui est important, c'est que ce qui se
prépare, ce qui se pense, ce qui s'analyse au ministère des Affaires étrangères de chacun des grands pays, soit ensuite porté à la connaissance du dirigeant. Donc voilà, c'est pensé. Alors dimanche prochain, Vladimir Poutine va remporter son 4e mandat à la tête de la Russie. Lundi, dans un papier dans Le Monde, François Hollande fustige l'absence de limite du chef de Kremlin qui, après donc l'annexion de la Crimée, s'autorise tout en Syrie. François Hollande dit « Si la Russie de Vladimir Poutine est menaçante, elle doit être menacée ». Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que si on avait des relations amicales qu'avec les pays qui sont gentils avec nous, on aurait essentiellement des relations avec le Luxembourg et Monaco. Mais il faut pouvoir regarder le monde, faire tourner la map monde, voir en particulier où sont les grands pays, sont ceux qui ont de l'influence sur les grandes affaires mondiales. Et je dois dire que je suis avec un particulier intérêt la relation entre la France et la Russie depuis toujours. J'ai appris non seulement le chinois mais le russe aux langues orientales. Et le destin a fait que je n'ai pas été affecté en Russie, mais j'ai été souvent en Russie et je m'intéresse beaucoup à l'évolution de la Russie. Je considère comme un drame la détérioration des relations entre la France et la Russie, en particulier pendant le quinquennat de François Hollande, où on a pris les choses totalement à l'envers. On a jugé la Russie uniquement par ce qu'elle faisait ici et là, et non, pas par l'importance qu'elle a tout simplement dans les affaires mondiales. Et aussi, je dois le dire, sans aucune attention au problème qui est celui que la Russie est européenne. Elle est sur notre continent. Vous en parlez beaucoup dans votre livre de cette construction européenne et de la, non pas du mépris qu'on a eu vis-à-vis de la Russie, mais un peu de l'ignorance. Vous en parlez beaucoup quand même. J'ai été nommé par Alain Juppé directeur général des affaires européennes. Et je le raconte un petit peu dans le livre. Au moment de prendre ces fonctions, j'ai simplement demandé au ministre de bien me confirmer que diriger les affaires européennes au Quai d'Orsay, c'était diriger les affaires de toute l'Europe. On était au moment où on négociait avec les pays de l'Europe centrale leur adhésion, et la première chose qui me semblait à éviter, c'est que, en faisant rentrer ces pays sans s'occuper de la Russie et même en essayant d'éloigner la Russie, on reconstruisait un rideau de fer un peu plus à l'est entre ces pays, mais comme ils entraient dans l'Europe, l'Union européenne et la Russie. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui avec Poutine? Il faudrait lui parler. Emmanuel Macron a fait un premier geste que j'ai trouvé très bien, très fort, qui était d'inviter Vladimir Poutine à Versailles. On attend la suite. Et puis la suite, elle ne peut pas dépendre du fait que la Russie, ici et là, a fait des choses qui nous déplaisent. Il faut un dialogue intense avec la Russie, comme il faut un dialogue intense avec les États-Unis, avec la Chine, avec l'Inde. Avec la Corée du Nord. Avec la Corée du Nord, déjà une reconnaissance. Ça nous remettrait dans le jeu. Pour l'instant, on n'est pas dans le jeu. Alors on va revenir sur cette Europe et sur la construction européenne. Bon, il y a eu le Brexit, il y a eu les élections allemandes et italiennes qui ont confirmé le recul des sociodémocrates au profit des nationalismes. Nicolas Sarkozy, lors d'une récente conférence à Abu Dhabi, explique cette montée du populisme en Europe par l'absence de grands leaders comme il existe en Chine, en Russie, voire en Turquie. Vous êtes d'accord avec ça? Je pense que d'abord que les problèmes qu'on voit se développer dans un certain nombre de pays sont largement le résultat de la politique des gouvernants de ces pays. Bon, il y a ensuite un problème général de l'euroscepticisme. Il est un peu partout, cet euroscepticisme. Ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, c'est que la Grande-Bretagne a eu des gouvernements successifs qui ont utilisé l'Europe comme une machine à faire du libéralisme. Et chaque fois que nous nous sommes trouvés au Conseil européen ou dans les conseils ministériels avec l'Angleterre pour traiter d'un certain nombre de problèmes d'organisation de l'économie, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, n'a jamais voulu organiser l'économie. Ça, vous le montrez dès le début, d'ailleurs, dès son arrivée. Ce sont les dirigeants britanniques qui ont voulu que le plombier polonais et le carreleur tchèque se précipitent à loin. Bon, il est arrivé, évidemment, une immigration non seulement pas contrôlée, mais souhaitée, pour faire baisser les prix en Grande-Bretagne. Et des pays européens, d'ailleurs. Oui, mais je dis, pour la Grande-Bretagne, déjà,
regardez ce qu'a été la politique du gouvernement britannique. En Allemagne, c'est la même chose. Bien avant l'arrivée des vagues de migration en provenance de Syrie et d'ailleurs, vis-à-vis des pays de l'Est, pour des raisons qu'on peut comprendre, l'Allemagne, les gouvernements allemands successifs, M. Kohl d'abord, puis M. Schröder et Mme Merkel ensuite, ont souhaité une large immigration des pays de l'Est pour reconstituer un tissu économique, etc. Bon. Et aussi l'arrivée d'une main-d'œuvre bon marché venue de ces pays. À un moment, il y a eu une révolte. Bon, et c'est ce qui s'est passé. Et là-dessus, évidemment, le geste un peu impulsif de Mme Merkel, disant cette foule de réfugiés en provenance de Syrie, c'est intolérable, je montre l'exemple, a évidemment aggravé les choses. Et en Italie, c'est un peu différent. Il y a aussi, non pas une mauvaise politique, mais l'impossibilité de gouverner. Donc les institutions italiennes sont évidemment largement responsables, mais il y a aussi là une vraie responsabilité de l'Europe. C'est-à-dire que nous avons laissé les Italiens tout seuls, nous les avons abandonnés. Vous regrettez l'affaire des quotas, puisqu'à un moment on disait vis-à-vis des migrants, l'Europe doit se répartir. Je pense que c'était un immense... L'Europe a deux très grands défis. Le premier est celui de l'énergie, qu'on a traité d'une façon totalement éclatée. Moi, j'ai été extrêmement choqué que l'Allemagne, tout d'un coup, décide de la sortie du nucléaire sans même nous en parler, alors que la base du pacte franco-allemand depuis les années 50, c'est l'énergie. C'est l'histoire de coalition. C'est l'énergie. Oui, mais ouais. Voilà, on a des pays qui choisissent la politique intérieure par rapport aux grands contrats qu'on signe entre nous pour construire l'Europe. Et le deuxième défi, plus grave que celui de l'énergie actuellement, c'est celui de ces grandes migrations qu'il faut absolument aborder. On doit les aborder ensemble, et d'abord entre les très grands pays, décider de la politique qu'on mène ensemble. Et je pense que si on avait vu non pas une injonction de la Commission européenne disant « vous vous en prenez 20 000, vous vous en prenez 40 000 », sans comprendre quoi que ce soit, mais un véritable sommet des quelques grands dirigeants européens disant voilà le grand défi qui nous est posé, qu'est-ce que l'Europe fait, qui en prend, combien, et pour ceux qui sont plus en position d'en prendre que d'autres, comment on les aide à soutenir le choc. Il y avait eu un début de discussion là-dessus. Il a manqué là d'un signal politique très fort, très haut, entre les très grands pays, pour dire voilà ce que nous faisons. Alors à propos d'un signal très fort, très haut entre les grands pays, on va parler du couple franco-allemand. Oui. Madame Angela Merkel sort un petit peu afflébili de la constitution de sa coalition. Elle a dit aujourd'hui, je crois, qu'elle allait venir à Paris en vue du Conseil européen du 22 et 23 mars à Paris. Est-ce que vous pensez que le couple franco-allemand est suffisamment fort aujourd'hui pour relancer cette Europe qui ne va pas très bien quand même? Moi, je pense que le couple franco-allemand est malade, et depuis longtemps, depuis au moins 10 ans. Il s'était, je pense, un petit peu mis à l'épreuve lui-même au moment où on avait changé des têtes des deux côtés. Le couple Kohl-Mitterrand, ça a très bien marché, et ensuite Chirac-Schröder, c'était pas évident. Il y a eu un moment très difficile. Et finalement, et surtout face à un grand défi extérieur qui était l'Irak, la position Chirac et Schröder ont trouvé la façon de travailler ensemble. Je pense qu'à la fin, la coopération était vraiment très... Entre Mme Merkel et M. Sarkozy, ça n'a pas marché très fort. Ça n'a pas marché vraiment très fort. C'est pas un secret. C'est pas un secret, ça n'a pas marché très fort. Des deux côtés. Pour elle. Des deux côtés. Des deux côtés. Je pense qu'il y avait aussi du côté de Mme Merkel une certaine difficulté à comprendre comment fonctionnait le système français. Elle venait de l'Est. Et elle a été très... Surtout dans la mesure où elle dirigeait une grande coalition, elle a surtout été entraînée à ce qui est pour elle toujours la priorité, c'est-à-dire la politique intérieure, comment je trouve l'équilibre entre les deux grands partis, etc. Voilà. Les pays de l'Est sont arrivés par là-dessus, donc ça a mal marché. Et avec François Hollande, c'est pareil, ça n'a pas bien marché du tout entre Mme Merkel et François Hollande, ça je crois que ce n'est pas un secret non plus. Avec Emmanuel Macron. Donc on est au début d'un nouveau couple. Mme Merkel est toujours là pour, en principe,
4 années supplémentaires. Emmanuel Macron arrive avec des idées, un dynamisme, un charisme qui certainement sont un grand atout. Il arrive aussi avec quelque chose qui est très important, c'est une image de la France améliorée, une image de la France qui se réforme, dont l'économie va être modernisée. Tout ça, ça va améliorer en Allemagne aussi l'image de la France qui s'était quand même un peu détériorée depuis 10 ans. Donc, une nouvelle chance. Même si l'Allemagne trouve qu'on ne fait pas beaucoup d'efforts sur le déficit, sur les dépenses publiques. Mais bon, il y a des réformes. Il y a des réformes. Mais l'Allemagne n'est pas le juge de l'Europe. L'Allemagne trouve qu'on ne fait pas assez d'efforts sur le déficit. Le contrat, en ce qui concerne l'Union économique et monétaire, doit être révisé. Parce que là, on le voit bien, l'euro c'est très bien, toute la mécanique de discipline autour de l'euro c'est parfait, mais il manque des choses. Mais alors, un ministre du budget européen, un fonds européen, vous êtes pour ou enfin vous êtes pour? Enfin, vous pensez que ça peut se faire? Moi, je ne sais pas comment il faut faire. Je pense, si vous m'interrogez de façon vraiment directe et personnelle, je pense que l'Europe, elle doit se construire, elle doit avoir une ossature. Et quelles que soient par ailleurs les institutions qu'il faut respecter, il faut que les grands pays européens, dans tous les sujets, pratiquement, se voient régulièrement. Le général de Gaulle avait parlé d'un directoire de l'Europe. C'est extrêmement difficile à accepter par les pays moins importants. Et en même temps, c'est un peu pour une Europe à deux vitesses. Hein. C'est pas une Europe à deux vitesses, parce qu'il y a une façon qui est la façon allemande, que jusqu'ici nous avons plutôt suivi, qui consiste à dire ceux qui sont capables de faire plus d'efforts, en particulier dans le domaine économique, et qui sont en bonne santé du point de vue monétaire, industriel et autres, travaillent ensemble et constituent un peu une élite. C'est-à-dire une élite qui est composée des bons. Moi, je ne pense pas que ça soit comme ça qu'on arrivera, parce qu'on voit bien que les bons, c'est l'Allemagne, qui est un grand pays, mais il y a aussi tout un tas de petits pays qui ont 1 million d'habitants, 2 millions d'habitants, qui aujourd'hui, je pense à l'appel du Nord, il y a 2 ou 3 jours, nous donnent des leçons, alors qu'ils n'ont aucun poids dans les affaires internationales. Mais ce sont des pays qui, effectivement, se lèvent tôt le matin, se lavent les mains, se présentent bien. Mais moi, je pense que l'Europe, elle se fait entre les pays qui, dans le monde, parce que je suis diplomate, donc je pense d'abord au poids de l'Europe dans le monde, ça se fait entre les pays qui, dans le monde, ont un poids. Or, il faut additionner aussi des pays qui ont 60, 80, 70 millions d'habitants. Là, quand ils sont ensemble, ça pèse quelque chose dans les affaires mondiales. Très bien. Bah, écoutez, on vous remercie et vraiment on conseillera vivement votre livre, 900 pages, il faut le dire, mais qui est un véritable, un livre à multi-entrées, à la fois diplomatique, géostratégique, politique, et puis un côté énormément humain. Vraiment, la patte humaine est là, sur la marche de notre monde. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Merci.